émissions donc sont provoquées par l'utilisation des terres et ce secteur n'est pas négligeable puisqu'il est responsable de 24% des émissions de gaz à effet de serre. Dans ces gaz à effet de serre, il y a le CO2 bien sûr, qui est le gaz à effet de serre le plus important dans le changement climatique qu'on observe depuis une cinquantaine d'années, mais il y a aussi deux autres gaz à effet de serre que sont le méthane et qui est le protoxyde d'azote. Gaz qui sont émis par l'agriculture. Alors le 5e rapport du GIEC indiquait que ce secteur pouvait contribuer de 20% à 60%, ce qui est considérable, au potentiel total d'atténuation des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Et donc je vais vous parler de cette possibilité que l'on a pour ce secteur. Alors je vais vous parler d'abord des forêts, et je sais qu'il y a un tableau qui est trop chargé en chiffres, mais je vais vous orienter votre lecture de ce tableau. Je voudrais que vous regardiez d'abord ce qui se passe pour les forêts sur les forêts tropicales. Pour les forêts tropicales, ce sont ces trois lignes. Et ce qui m'intéresse, c'est essentiellement cette colonne. La colonne qui définit les échanges de gaz de carbone entre 2000 et 2007. Et le tout est exprimé en gigatonnes de carbone par an. Alors vous voyez d'abord que les pertes les émissions de gaz carbonique par les forêts tropicales, c'est 1,1 gigatonnes de carbone par an. Cette quantité, en fait, correspond à la déforestation tropicale, bien connue comme étant une source de gaz à effet de serre. Et remarquez que ce chiffre 1,1 est en fait la somme de deux chiffres, la somme algébrique, entre ce qui est émis, qui est plus important, qui est de 2,82, et le puits de gaz carbonique, qui est en fait une réabsorption par la forêt tropicale de 1,72. Cette réabsorption de forêt tropicale est en fait due simplement à la régénération des forêts tropicales. Donc ce chiffre est considérable. Et vous voyez donc que quand une forêt est détruite et régénérée, eh bien, elle réabsorbe beaucoup de CO2. Et donc c'est cette différence entre ces deux chiffres qui permet d'atteindre 1,1. Je voudrais aussi vous faire remarquer que ce 1,1, en fait, entre 2000 et 2007, est plus petit que le 1,46 qui était le bilan entre 1990 et 1999. Ce secteur affolu, ce secteur des forêts et de l'agriculture, est le seul secteur qui a diminué ses émissions de gaz à effet de serre, non seulement entre cette période et celle-ci, mais même à partir de 2007, où la contribution est passée de l'ordre de 30% à 24%. Donc c'est le seul secteur, il faut le remarquer. Donc vous voyez que ceci est déjà une information sur les sources de CO2, mais aussi les puits de CO2 que permettent de faire les forêts. Je voudrais aussi attirer votre attention sur les autres forêts, qui ne sont pas du tout négligeables, qui n'ont pas du tout des émissions négligeables. Il y a la forêt boréale, 0,50, vous voyez que par rapport à qui est capable d'absorber 0,50 gigatonnes par an, donc beaucoup moins que la forêt tropicale. Il y a les forêts tempérées qui sont capables d'absorber 0,78. Et la forêt tropicale qui n'a pas été touchée par la déforestation, celle qui est restée, absorbe 1,02. Donc bien évidemment, la forêt tropicale absorbe beaucoup plus que les forêts tempérées et les forêts boréales. Et si vous ajoutez les forêts boréales et tempérées, vous voyez que c'est compétitif par rapport à la forêt intacte dans les régions tropicales. Donc, ne négligeons pas ce qui se passe dans les forêts tropicales et boréales. Une autre remarque que je voudrais vous faire, c'est que dans les forêts tempérées, l'absorption du CO2 a augmenté. L'absorption du CO2 a augmenté parce que ces forêts ont augmenté en surface et aussi à cause de ce pouvoir fertilisant du CO2 dans l'atmosphère qui a augmenté. Ce qui vous fera très plaisir que je le cite. Je voudrais vous faire remarquer une autre chose qui est importante aussi, qui est le fait que la forêt intacte tropicale, qui a plus de 2 fois la surface de la forêt tropicale qui est en régénération, absorbe moins de CO2 que la régénération ici. Ce que je voudrais vous faire remarquer ici,
c'est que quand une forêt est vieille, elle absorbe peu. Quand on coupe des forêts et qu'on leur permet de repousser, je vois des hochements, un hochement dans la tête qui me fait plaisir, dans la salle qui me fait plaisir, eh bien, la forêt absorbe plus de CO2. Et donc, il faut faire attention entre ces notions de ne détruisons pas la forêt parce que nous émettons des gaz à effet de serre. Il y a aussi l'absorption de la biomasse, qui est de la végétation, qui est très importante. Qu'est-ce que je veux vous dire encore? Je veux vous dire encore une dernière chose, c'est que si vous regardez tout ce qu'est capable d'absorber les régions tropicales, eh bien c'est une absorption énorme, hein, de 4 gigatonnes par an, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'émission, eh bien, ce serait énorme. Et ensuite, mais enfin, cette somme-là est due au fait aussi qu'il y a la repousse de la forêt tropicale, et puis que globalement, eh c'est 1,20 quand on regarde la somme de tous ces chiffres-là, et je répète, ça a diminué. Alors, dans les forêts tempérées, je vous ai dit, je ne vous ai peut-être pas dit une chose, mais ça va venir après, ça n'a pas d'importance. Alors, comment donc atténuer les gaz à effet de serre émis par les forêts? Et donc, il y a bien sûr la réduction de la forêt tropicale, mais je voudrais insister sur la gestion de la forêt, la bonne gestion de la forêt, qui joue un rôle important. On a un organisme en France, par exemple, l'ONF, qui fait des efforts pour gérer des forêts, ce qui veut dire qu'on en coupe, on en repousse, on en coupe les plus vieux, on permet aux jeunes de repousser, et ceci est très important pour l'absorption et l'émission de gaz à effet de serre. Je voudrais aussi faire remarquer que le Brésil que la déforestation en Amazonie est une déforestation qui intéresse 40% de la déforestation totale dans le monde. Donc elle est énorme. Et le Brésil a pris des décrets pour que cette déforestation diminue. En fait, dans les années 2004-1995, il y a eu des déforestations qui atteignaient en Brésil quelque chose qui était au-delà de 20 000 km² par an, pendant l'année. Il y a eu 29 000 une année, de 1995, 24 000 une autre année, 2004, et donc c'était des déforestations énormes. Le Brésil a déjà diminué sa déforestation en Amazonie, et donc maintenant on est sur des chiffres qui ont diminué vers les années 2010 autour de 10 000, 7 000, et ils annoncent à la réunion de la COP21, ils annonçaient même 5 000 km². Donc cette diminution des forêts amazoniennes est intéressante et ça fait partie des raisons pour lesquelles la forêt, les émissions de forêt tropicale avaient diminué. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure. Je vous ai bien dit que j'avais oublié quelque chose. Donc non seulement il faut réduire la déforestation, mais il faut aussi chercher à accroître la production forestière. C'est ce qui s'est passé dans la forêt des latitudes tempérées. On a des zones d'agriculture qui ont été délaissées maintenant et la forêt reprend des surfaces par rapport à l'agriculture. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis après les déforestations anciennes qui s'étaient passées. Et cette régénération des forêts permet un accroissement de la production forestière. On parle aussi de la reforestation en Chine avec des chiffres qui sont un peu impressionnants. La Chine a connu pendant des années, autour de 2000, des catastrophes naturelles épouvantables, inondations épouvantables, sécheresses épouvantables. Et à la suite de ça, ils ont eu un programme national sur la reforestation. Et donc, il y a un inventaire national de la Chine qui nous dit qu'entre 2000 et 2005, ils ont reforesté 20 000 km² de forêt. Et ils nous ont annoncé ces dernières années 33 000 km² de forêt supplémentaires pour les 5 dernières années. Alors, je me permets de mettre un bémol à ces évaluations, parce qu'il y a eu une publication en 2017 dans Nature Géosciences, par un groupe de chercheurs que moi je considère comme de très haut niveau, dont un Chinois qui travaille aussi en Chine, et qui a dit que quand on cherche à mesurer ces reforestations grâce aux moyens qu'on a par satellite,
eh bien cette quantité énorme de reforestation ne paraît pas aussi grande que celle qui est annoncée par les inventaires. Alors, il peut y avoir de bonnes raisons. Parce que le satellite ne va peut-être pas aller à un inventaire aussi précis que les gens des forêts, des forestiers. Il y a aussi plusieurs évaluations des satellites qui ne sont pas tout à fait en accord parfait. Donc, mais je voudrais qu'on reste un petit peu prudent sur ces évaluations qui nous ont impressionnés, je dois le dire, quand on a su qu'il y avait ce programme en Chine. Alors, les émissions par l'agriculture sont aussi importantes, puisqu'en fait, sur les 24%, il y a 10%, typiquement à 1% près, 10% pour l'agriculture, globalement sur la terre, et 10% pour les forêts, 10 et 11. Alors, ces émissions par l'agriculture, ça n'est plus du CO2, sauf très très peu, que j'ai négligé. Il y a de la fermentation entérite des ruminants, dont on parle beaucoup, et qui émet du méthane, des effluents d'élevage et aussi la riziculture. C'est autour de cette question que souvent on vous demande de ne plus manger de viande. Je ne sais pas ce qu'on peut lancer comme discussion là-dessus, mais voilà. On ne vous demande pas de ne plus manger de riz, vous avez remarqué. Alors, il y a aussi l'émission de protoxyde d'azote. Je me suis permis de dire ça parce que j'adore la viande, mais c'est un problème peut-être de ma part. Et le protoxyde d'azote est émis par la fertilisation azotée. C'est là où on doit, c'est pas d'ailleurs le seul problème des intrants, et donc où il est évident que si on veut diminuer ces émissions, eh bien on doit diminuer les intrants en agriculture. Alors, l'INRA a étudié beaucoup ces problèmes d'émissions par l'agriculture en France, parce que les émissions pour l'agriculture en France sont de 20%, alors que dans les autres pays européens sont de 10% par rapport aux autres secteurs. Mais faites attention, ces 20% sont dus au fait qu'on a le nucléaire. Et donc on ne compare pas, il faut comparer ce qui est comparable entre l'Allemagne et la France. Donc, et à étudier des façons de réduire les émissions. En particulier, on peut améliorer l'alimentation du bétail, ce qui permettrait d'avoir moins d'émissions de méthane. Il faut aussi avoir une maîtrise de la fertilisation. Et là, je crois que grâce aux possibilités de satellites, aux possibilités de mesures beaucoup plus importantes et à Internet, etc., on doit avoir la possibilité d'avoir une agriculture de précision qui diminue de manière drastique les intrants. Si on pouvait s'en passer un jour, ce serait merveilleux. Et puis, il y a un développement de cultures légumineuses qu'on a laissé tomber en France et qui existait il y a 50 ans. Les petits pois, les haricots, les lentilles, ça porte en plus des protéines et en plus, c'est capable de capter l'azote de l'atmosphère et donc ça permet de ne pas utiliser de fertilisants azotés. Et en plus, ça laisse un petit peu d'azote pour les cultures suivantes. Finalement, si je résume un petit peu ce que j'ai dit, j'ai été longue, je croyais être courte, excusez-moi. La réduction des émissions, j'en ai parlé en partie et je complète. Il y a bien sûr la diminution de la déforestation. Il y a aussi la diminution de la perte des prairies, parce que les prairies sont capables de stocker beaucoup de carbone dans les sols. Et donc, ceci d'ailleurs a amené notre ancien ministre de l'Agriculture de parler de la possibilité de 4 pour 1000, sur lequel je reviendrai. Il y a les changements des pratiques agricoles qui peut permettre de jouer soit par stockage, soit par substitution sur les émissions de carbone. Par exemple, la méthanisation est capable de transformer les déchets en bioproduits, que ce soit du biogaz, que ce soit de l'électricité et même des biocarburants. Et cette méthanisation pourrait donc permettre de substituer des produits fossiles en des produits de ce type-là. Malheureusement, en France, heureusement, on en a à peu près 1 millier en France, alors qu'en Allemagne, il y en a 10 000. Donc, il faut voir quels sont les blocages qui existent en France qui ne nous permettent pas d'aller plus loin et d'aller plus vite dans ce sens.
Le stockage du carbone dans les sols, on en a beaucoup parlé, donc avec les 4 pour 1000 de M. Le Floch, eh bien, c'est l'agroécologie qui permet d'avoir une agriculture qui permet du stockage de carbone. Mais là aussi, quand vous interrogez les spécialistes, les pédologues qui travaillent sur ces problèmes de carbone dans le sol, ils vous disent que ce n'est pas si simple, que ce n'est pas partout, que ce n'est pas dans la durée, que ça diminue beaucoup et que les évaluations qu'ils font eux n'ont rien à voir avec les évaluations qu'ont fait les politiques. C'est pour ça que ce matin je parlais de la discussion entre politiques et chercheurs qui devait être un peu plus profonde et un peu plus aller un peu jusqu'au bout des choses. Et comme je l'ai dit, l'utilisation des légumineuses est aussi une possibilité pour diminuer les intrants, et ça a beaucoup d'autres effets, c'est pas seulement l'effet sur le changement de gaz à effet de serre. Enfin, je voudrais parler de la substitution grâce aux bioproduits. Le bois est un matériau qui est fantastique, d'après moi, je l'aime beaucoup, et en particulier, on peut faire du bois à énergie. Ça a été à un moment donné quelque chose qui se développait. On a l'impression maintenant que ça a moins le vent en poupe. C'est regrettable parce que les gens disent attention, on va couper des forêts pour faire du bois à énergie. Permettez-moi de vous dire que le bois, que les arbres permettent de faire du bois à énergie qui remplacera du carbone fossile, des combustibles fossiles, pardon. Il permet de faire du bois de construction. Savez-vous que la charpente de Notre-Dame, elle a été construite au XIIe et au XIIIe siècle. Elle équivaut à 1300 chênes qui sont toujours là et qui nous enchantent. Et cette charpente, eh ben, elle n'a pas été transformée en CO2 en pourrissant. Donc le bois de construction peut être une façon de ralentir, peut être une façon de substituer des produits combustibles à un produit qui est plus noble, je dirais. Et enfin, il y a les biomasses avec les biocarburants. Je ne vais pas rajouter à la discussion qu'il y a lieu sur les ondes en ce moment entre l'huile de palme et le colza, et donc la biomasse peut apporter des biocarburants. Mais je voudrais terminer en disant quelque chose sur la difficulté de ces choix. La difficulté de ces choix. Parce qu'il y a le problème du climat et il y a le problème de la production. Et la faim dans le monde, même si elle n'est plus aussi aiguë qu'il y a 20 ans, il existe des gens qui ont faim et donc on ne peut pas traiter ce problème légèrement. Le problème de la biodiversité dont on parle de plus en plus doit aussi être traité. Comment ces 4 thèmes vont être simultanés? Et monsieur a indiqué ce matin qu'on ne parlait pas assez d'eau. Je vais vous dire, la température, quand le changement climatique arrive, la température monte. Alors des fois on peut se tromper sur 1,5 degré par rapport à 2 ou 2,5 par rapport à 3, mais l'eau, la précipitation, il y a des endroits où elle monte, elle augmente et il y a des endroits où elle diminue. Et si vous vous trompez sur le signe, vous dites à votre réservoir de se remplir parce que vous avez peur de la sécheresse comme il y a 2 ans, alors que en février et mars, d'un coup la pluie arrive, en France, hein, c'est ce qui s'était passé, et donc à ce moment-là, on a eu peur des inondations et plus de la sécheresse. Donc c'est un choix beaucoup plus subtil. La précipitation a des échelles d'espace et de temps beaucoup plus faibles que le rayonnement, qui donne donc l'effet sur la température. Et donc je crois que le problème de l'eau est très présent chez les scientifiques, dans le problème et dans les rapports du GIEC, mais on n'est pas arrivé à vous dire, attention, en Aquitaine, vous allez changer quelque chose par rapport aux inondations ou aux sécheresses, mais peut-être qu'Hervé sera capable de vous le dire tout à l'heure.